Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce deuxième numéro de votre chronique hebdomadaire Microscope. Nous allons aujourd'hui analyser ensemble les choix éditoriaux des médias français dans la couverture des conflits au Sahel. Mais avant toute chose, je voudrais que les uns et les autres retiennent que l'information n'a pas seulement une vocation didactique. L'information est aussi une arme. C'est pourquoi on parle de désinformation, de mésinformation et de malinformation. Pour ceux qui ont fait l'école de journalisme, les médias sont des outils de géopolitique. Les médias sont étroitement liés souvent à la diplomatie de certains États, sinon de presque tous les États. Les médias permettent souvent aux États d'accroître leur influence, de chercher et défendre leurs intérêts dans le monde. Là, on est dans le champ de la géostratégie. Quels sont les intérêts des États dans tel ou tel espace du monde et comment les États cherchent à atteindre leurs intérêts et leurs objectifs. C'est ça la géostratégie qui passe par les médias pour défendre les intérêts. Et parfois, ces intérêts poursuivis ne sont pas toujours nobles. Nous allons analyser des éléments de la chaîne publique française aujourd'hui, France 24. Mais avant, il faut qu'on retienne que France 24 appartient au réseau France Média Monde. Vous vous rappelez, en 2022, le président Emmanuel Macron, devant les ambassadeurs, avait assigné à ces médias une mission particulière pour le Sahel. Déconstruire les narratifs russes, c'est-à-dire diaboliser la présence russe dans l'espace sahélien et valoriser les actions françaises, c'est-à-dire comment soigner l'image de la France. Cela passe par des actions de communication qu'on peut appeler quand même la communication stratégique, c'est-à-dire la propagande. Certes, les réseaux France Média Monde avaient fait un communiqué pour se désolidariser de cette directive du président de la République. Mais est-ce que de ce jour à aujourd'hui, ces médias ne sont pas en train d'accomplir parfaitement ces missions assignées? Les débats restent ouverts et chacun a son opinion. Mais puisque moi, je ne suis pas là pour une opinion, je suis là pour analyser, pour décortiquer, afin que l'ensemble de nos followers puissent se faire une opinion par rapport à ces questions. Je voudrais d'abord faire un peu d'histoire. France 24 n'a pas d'histoire positive dans le conflit au Sahel. Le 12 décembre 2019, les journalistes de France 24, dans le cadre de la couverture d'une opération des forces françaises, avaient interviewé un chef coutumier de l'Elehoy qui s'appelle Sadou Yehia. L'interview a été diffusée sur France 24 le 13 janvier 2020. Mais sans prendre les précautions d'usage, c'est-à-dire flouter l'image de la personne interviewée. On connaît la zone qui est une zone d'activité de l'État islamique dans le Grand Sahara. Et le chef coutumier, dans l'interview, pointe du doigt, dénonce les exactions subies par les populations civiles de la part de l'État islamique. Mais tenez-vous bien, France 24 a diffusé l'élément
sans prendre la précaution de flouter l'image. Conséquence, après la diffusion de l'interview, le vieux sera enlevé par les terroristes, brutalisé, envoyé dans la forêt. Quelques jours après, il le ramène dans sa famille et le jeter devant tout le monde et froidement l'abattre par balle. Ça a suscité des réactions indignées de la part du monde. Beaucoup de gens ont dénoncé le manque de professionnalisme de France 24, sinon la mauvaise foi du média français France 24. En guise de réponse, France 24 a pondu à l'époque un communiqué insultant pour la mémoire de la victime et pour l'opinion publique internationale. Qu'est-ce qu'il disait? Que la précaution d'anonymisation était illusoire puisque les djihadistes, quoi qu'on fasse, savent qui a parlé devant un micro, qui a dit quoi et qui n'a pas dit quoi. Donc c'était inutile de flouter l'image de la personne interviewée. Qu'à cela ne tienne, est-ce que ça devrait les empêcher de flouter quand même l'image, le visage de la personne interviewée? Deuxièmement, on se pose une question, puisque vous savez déjà que l'anonymat était illusoire. Pourquoi l'interviewer, le faire réagir contre les djihadistes, diffuser sachant qu'ils sauront, et vous savez déjà les conséquences, parce que par le passé, les médias avaient déjà diffusé les images d'exécution d'autres personnes qui avaient tenu les mêmes propos accusatoires à l'endroit de ces centres de pouvoir. Ça veut dire que l'intention était de les livrer. À quel but? Est-ce pour dissuader d'autres à parler devant micro, à collaborer avec les forces armées et de sécurité? Cela profite à qui? Les activités criminelles. Là est France 24. Pourtant, dans le même élément, tenez-vous bien, les militaires français interviewés, en tout cas, ont bénéficié de cette précaution d'usage qui est l'anonymat. On donne le prénom du militaire, on ne donne jamais les grades, on ne donne jamais les noms. On donne le prénom, on ne donne jamais les noms. Et parmi les 3 militaires qui ont intervenu dans l'élément de France 24, un seul a témoigné à visage découvert. Parce qu'ils connaissent les risques pour un militaire dans le même élément. Ça veut dire que c'était la mauvaise foi pour livrer un Malien au groupe terroriste. À quel dessein? La question reste posée. Revenons maintenant aux 2 séquences choisies par France 24. On se rappelle que la France a été chassée du Mali depuis 2022 au profit de la Russie, d'un partenariat stratégique avec la Russie, la Turquie et la Chine. Considérez maintenant, analyser le conflit toujours du point de vue géopolitique pour comprendre la position de certains États et de certains médias alignés à certains États. Nous allons maintenant observer ensemble, quand on analyse les choix éditoriaux des médias, observez toujours leur façon de présenter les événements. C'est très important. Le langage utilisé, les images diffusées. Voilà les 3 éléments constitutifs des choix éditoriaux des médias. Ça vous permet de comprendre l'intention et la manipulation derrière le langage utilisé, les images diffusées et la façon de présenter les événements. Nous allons maintenant suivre un reportage de France 24 fait par Serge Daniel, le journaliste sulfureux, sur les attaques terroristes à Tombouctou, à Boulkessi. Faites attention au langage utilisé. Ça vous permet de comprendre quel est le dessein de ce reportage. On va suivre cet élément et on revient pour analyser.
Des djihadistes du JNIM liés à Al-Qaïda affirment s'être emparés de la base militaire de Boulkessi dans le centre du Mali. L'armée malienne a, quant à elle, confirmé avoir dû se replier face à l'intensité des combats. Le bilan fait état de plus de 30 morts. La correspondance régionale de Serge Daniel. Dans un communiqué, l'armée malienne affirme avoir déjoué des attaques djihadistes contre cette position dans la localité de Tombouctou, située dans le nord-ouest du Mali. Côté djihadiste, dans un communiqué, on affirme que des attaques coordonnées ont été menées contre les positions de l'armée malienne à Tombouctou et que des dégâts ont été causés. Côté maintenant, population locale interrogée, elles ont d'ailleurs passé la plupart du temps chez elles, cachées, parce qu'il y avait des coups de feu et plusieurs témoins affirment que les djihadistes ont mené plutôt des attaques coordonnées contre plusieurs positions de l'armée malienne dans la localité de Tombouctou. Des dégâts ont été constatés. Un peu plus au centre, une autre attaque, cette fois-ci, dans le camp de Boulkessi. L'armée malienne affirme avoir, là également, déjoué une autre tentative d'attaque de djihadistes contre ce camp, alors que sur le terrain, les témoins affirment que les djihadistes sont plutôt rentrés dans le camp, pris de l'armement, ils ont attaqué les positions de l'armée malienne, causé des dégâts, causé également de nombreuses victimes. Un peu plus au sud, vers la localité cette fois-ci de Sikasso, ce sont des engins explosifs improvisés que les djihadistes ont utilisés contre des convois de l'armée malienne. Là également, il y a eu des dégâts. Dans cet élément, faites un constat. Il fait la cartographie des attaques terroristes. On a l'impression que de part et d'autre du territoire du Mali, il n'y a que le feu et le sang. Il peint le tableau en rouge. Ça ne va pas. Pourtant, quand il va compter le nombre de victimes, ça n'atteint pas, parmi toutes les attaques évoquées, ça n'atteint pas la cinquantaine, trentaine. Donc, demander à l'opinion aujourd'hui, on est tenté de croire que les Sahel est aujourd'hui, c'est-à-dire les Sahel central, le Burkina, le Mali et le Niger sont les pays, en tout cas, qui focalisent plus de décès liés au terrorisme dans le monde. Par contre, les rapports établissent qu'au Nigeria, qui est l'allié de la France et des États-Unis aujourd'hui, en 2024 seulement, il y a eu 10 000 morts causés par les terroristes. On n'en parle pas. Et donc, ça, c'est une théorie de communication, l'agenda setting. Pourquoi les gens ne savent pas ce qui se passe au Nigeria, qui est 1000 fois plus dramatique que ce qui se passe au Sahel central? Parce que dans l'agenda médiatique des médias occidentaux, le Nigeria n'est pas une priorité. On en parle peu. Mais on parle, même quand il y a un seul mort au Sahel, on amplifie ces événements à tel point que l'opinion croit désormais que le Sahel brûle l'une des zones les plus instables au monde. C'est les médias qui façonnent ces genres de perception à travers ce qu'on appelle l'agenda setting, alors que la réalité est tout autre. On ne parle jamais des efforts consentis par les autorités de ces pays concernés. Pourquoi? La raison est géopolitique, parce que ces pays n'ont pas de bonnes relations aujourd'hui avec la France. Voilà tout. Alors, vous avez, dans l'élément de Serge Daniel, vous entendez certaines expressions. Attaque coordonnée contre plusieurs positions de l'armée malienne à Tombouctou. Les populations cachées chez elles. Les gens ont peur. C'est ça l'objectif des attaques terroristes. Susciter la crainte, la peur, la terreur. Et les médias créent l'effet amplificateur, donnent un écho médiatique international à ces attaques pour que l'objectif du terrorisme puisse être atteint. Mais qu'est-ce qu'ils cachent? Concernant l'attaque de Tombouctou, les soi-disant djihadistes ont été copieusement matés et ne montrent jamais les corps de ces terroristes. Donc, à travers cet élément de Serge Daniel, on a l'impression que les djihadistes
ont détruit la ville, détruit les camps, et ils sont partis. Alors qu'ils ont été tous anéantis sur place et les vidéos circulent. On a l'impression que les camps ont été détruits alors que c'est exactement le contraire qui a été. Mais ils passent ça sous silence. Ils parlent des dégâts, d'attaques coordonnées, la peur chez les populations, cachée chez elles. C'est fait exprès, c'est un choix. C'est le discours sensationnaliste pour créer l'émoi et peindre les tableaux en rouge. Deuxième élément qu'on a retenu dans l'élément de Serge Daniel, ça c'est par rapport à Boulkessi. L'armée affirme avoir déjoué une attaque. Les djihadistes affirment avoir pris le contrôle du camp. Et Serge ajoute, selon les témoins, les djihadistes sont même entrés dans les camps. Il parle de quels témoins? Puisqu'à Boulkessi, depuis 2020, il n'y a même pas de population là-bas. Depuis 2020. Alors, il y avait quels témoins? À part les djihadistes. Il ne veut pas dire que sa source d'information, ce sont les terroristes. Comme Wassim Nassir l'avait fait, il a été poursuivi par les États de l'AES pour apologie du terrorisme. Mais Serge, par précaution, puisque lui semble plus intelligent que l'autre médiateur de la communication stratégique des terroristes, Serge préfère parler des témoins. Mais qu'est-ce qui est caché derrière ce mot témoin? Ce sont les terroristes. Parce qu'à Boulkessi, depuis 2020, il n'y a même pas de population. Personne ne vit là-bas. Nous allons maintenant essayer d'analyser ensemble la deuxième séquence. Toujours sur France 24. Et c'est les grands soi-disant spécialistes du Sahel, peut-être qui ne savent même pas quel est l'emplacement du Mali sur la carte du monde. Comment il s'appelle? Wassim Nasr, qui est l'invité spécial de France 24 à chaque fois qu'il s'agit de parler d'horreur dans les pays du Sahel central. Lui aussi est venu expliquer comment ces attaques contre les camps de Djoura et Boulkessi se sont déroulées. Nous avons choisi un extrait. Essayons d'analyser, de suivre d'abord l'élément avant de revenir pour décortiquer. Mais avant celle-ci, il y a eu hier l'attaque de Boulkessi, on va en parler. Et puis les attaques de drones, là c'est les FLA, les rebelles à Sompi, et surtout aussi l'attaque de Djoura. On va commencer par les images de Boulkessi hier. Donc on va voir donc les djihadistes du JNIM qui ont investi la caserne de Boulkessi. Et là on les entend dire qu'ils sont à Boulkessi. Donc évidemment les images, c'est des images amateurs. On ne voit pas grand-chose là sur les images qu'on voit, mais on entend les sifflements des voitures qui brûlent. Donc ce sont les sifflements des voitures qui brûlent et les djihadistes qui sont au cœur de la ville. Sur d'autres images qu'on a, on va voir les djihadistes qui disent avoir tué un mercenaire de Wagner. Là, on le voit. On s'excuse pour les images. Donc il a la peau claire, sauf que ce n'est pas un mercenaire de Wagner, c'est un capitaine touareg de l'armée malienne. Donc la peau claire. Et là, on voit très clairement, en tout cas sur ces images, comment ils ont contrôlé la caserne et les alentours de la caserne. On passe aux images de Djoura, donc l'attaque de Djoura, qui est une attaque très importante. Donc voici les images de l'attaque. Ça, c'est le début de l'attaque, et cette attaque a été commandée par un Peul, Abou Mukhtar al-Ansari, et là on voit les militaires maliens quitter la caserne, donc en train de s'enfuir face aux djihadistes qui leur tirent pas dessus, donc c'est à noter. Ils leur laissent une porte de sortie parce que eux, ce qui les intéresse, évidemment, c'est d'attaquer l'armée malienne, mais c'est surtout de récupérer armes, munitions, gasoil et tout ce qui est dans la caserne, et on voit les militaires maliens s'enfuir par image de drone. Donc l'attaque a été guidée par drone. Le drone, c'est pas juste pour la propagande, mais il guide les opérations au sol. Sur d'autres images qu'on ne peut pas vous montrer, on voit les militaires maliens qui essayent de défendre leur position. Vous avez suivi cet élément. Le Malien lambda n'est pas en mesure de comprendre la manipulation derrière cet élément. Il nous faut, nous en tant que professionnels des médias, faciliter la compréhension de ces discours médiatiques, de ces logiques discursives nocives de ces médias occidentaux, pour faciliter la compréhension. Moi, j'invite ces médias occidentaux à concentrer leurs efforts sur la recherche de la solution pour la paix, au lieu d'envenimer
une situation d'instabilité pour des intérêts géostratégiques égoïstes. Nous devons tous être utiles à la paix et à la sécurité internationale, les médias en premier lieu. J'invite donc mes confrères de France 24 et du réseau France Média Monde à faire preuve de sagesse, à penser à l'humanisme. Leur compatriote Voltaire le disait. Si je savais quelque chose utile à ma patrie mais préjudiciable à l'humanité, je regarderais comme un crime. Est-ce que ces médias sont en train de se rendre dignes de cette affirmation de leur compatriote Voltaire, considéré par le monde moderne comme les précurseurs, les piliers des droits de l'homme, de la démocratie? Je me pose la question et j'invite les uns et les autres à méditer là-dessus. Dans cet élément, les choix éditoriaux ont des implications sécuritaires qu'il faut analyser ici. Parlant des choix éditoriaux, je parle de la façon dont ils présentent le conflit, les événements. Le langage utilisé, tel que junte. Quand ils parlent de nos autorités, on parle de juntes, donc qui n'ont pas de légitimité. Mais quand ils parlent des terroristes, vous constatez depuis un moment les médias français évitent le terme terroriste pour qualifier les terroristes. Ils préfèrent djihadistes, qui a une légitimité religieuse. Je vais y venir. D'abord, analysons du point de vue sécuritaire les implications sécuritaires de cet élément. Dans l'élément, qu'est-ce qu'on voit? Les terroristes armés qui s'attaquent au camp, qui utilisent même des technologies avancées telles que les drones militaires pour filmer les attaques et pour mettre en déroute les militaires. On est en train de les présenter comme ça. D'un autre côté, à Boulkessi, on montre l'image des cadavres des soldats maliens. Les images sont très significatives. Le langage utilisé, tel que les terroristes ont laissé une porte de sortie aux militaires, ils pouvaient frapper, mais ils l'ont laissé partir pour venir prendre les armes et les carburants dans le camp qui les intéressent. Ce langage est très significatif. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Que la source d'approvisionnement des terroristes en carburant et armes se trouve dans les camps militaires. Et les armes qu'ils ont utilisées pour venir attaquer les camps, ces armes proviennent d'où? Les carburants qu'ils ont utilisés pour venir attaquer les camps, le carburant provient d'où? Le drone utilisé provient d'où? On passe sous silence ces aspects. Dans le domaine de la communication, cela relève d'une théorie qu'on appelle la théorie encore de l'agenda setting. Il y a même un cadrage dedans. C'est un mélange de l'agenda setting et de framing, c'est-à-dire le cadrage médiatique. Ça veut dire quoi? On oriente les priorités sur les attaques spectaculaires, sur l'aguerrissement de ces terroristes. Mais on préfère ne pas parler de l'origine du drone. Le drone qui a servi à attaquer là, ça vient d'où? On ne parle pas de ça. Qui est derrière la manette pour commander le drone qui opère à Djoura? On ne parle pas de ça. Or, questionner cet aspect revient à chercher les acteurs étatiques parce que seuls les États sont en mesure de détenir de tels équipements militaires. Et l'Ukraine a même assumé un moment avoir formé ses combattants à l'usage des drones et avait même assumé la mise à disposition de ces équipements à ces criminels. Donc on évite carrément ce volet pour centrer, orienter les opinions, les perceptions sur les attaques spectaculaires. Du point de vue sécuritaire, qu'est-ce qu'on retient d'abord? On voit ici une volonté à travers ces images diffusées, les cadavres des soldats, les images des déroutes militaires, une tentative de démoraliser les forces armées et de sécurité et affaiblir le soutien populaire. La force de l'État du Mali, sinon les États du Sahel, c'est le soutien populaire.
Quel est le fondement de ce soutien populaire indéfectible? Les populations pensent que grâce à ces régimes, nos armées montent en puissance. Nos armées sont en mesure de nous sécuriser aujourd'hui, même après le départ des forces internationales. Montrer une image de déroute de ces armées, c'est amener la population à déchanter, à perdre espoir, à perdre la volonté de continuer le combat pour céder au désespoir, à la panique et au relâchement, c'est-à-dire abandonner le soutien à ces autorités jugées incapables désormais. Voilà l'objectif, la première implication sécuritaire de cet élément de France 24. Pour abattre les régimes aujourd'hui, il faut casser le soutien populaire. Et le fondement de ce soutien populaire, ça, c'est un fondement sécuritaire, c'est-à-dire la montée en puissance de nos armées. Il faut décevoir le peuple sous ces registres pour laisser un champ libre à la déstabilisation. Voilà le premier objectif recherché à travers cet élément. Diffuser ces images des cadavres et autres. Je vous ai dit que l'information est une arme. Dans ce monde moderne, la guerre ne se fait pas uniquement par des moyens cinétiques, par des chars, des armes et autres. Il y a également des moyens non cinétiques. La guerre informationnelle, les guerres psychologiques. C'est ce qui est en cours aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut avancer ici? Créer la psychose collective, montrer les soldats en train de fuir face aux terroristes. C'est vrai, ça crée la panique chez la population, ça démoralise les forces armées de sécurité. Mais posez-vous la question, quel est l'effet sur les terroristes, de ces images sur les terroristes? Et ceux qui ont l'intention de rejoindre les terroristes, ça les galvanise. Les gens ont peur de s'engager parce qu'ils pensent que l'armée est forte. Mais quand on montre les soldats fuir face à ces gens, ça renforce l'enthousiasme chez les terroristes et ça galvanise davantage ceux qui ont l'intention de les rejoindre. Ils vont dire que on n'a pas de raison de craindre. À Djadja, ces gens, ils sont capables de faire fuir les militaires. Ça encourage le recrutement par les terroristes. Voilà l'objectif recherché par ces médias. C'est extrêmement dangereux. Il faut que nous ayons le courage de décortiquer cela. L'objectif, c'est quoi aussi? La solidité de nos États tient à un autre élément, la résilience nationale. Nos populations sont résilientes face aux embargos, face aux agressions extérieures. Mais ces images sont de nature à casser le moral et à briser la résilience nationale. Cela fragilise les institutions. L'objectif est politique, porter un coup fatal à la survie du régime. Voilà, c'est tout. La deuxième implication sécuritaire de cet élément, cela tient au niveau du renforcement stratégique médiatique, le renforcement de la stratégie médiatique des groupes terroristes. Cela se manifeste comment? Dans l'élément que nous venons de suivre. Les terroristes, à chaque fois qu'ils attaquent, ils misent sur l'effet psychologique de leurs actions. Ils ne peuvent pas atteindre cela sans les médias. Il y a un spécialiste américain du terrorisme du nom de Brian Jenkins qui définit le terrorisme comme étant le fait de tuer une seule personne et de le faire savoir par 1000. Donc la propagande. Tuer une personne et faire la propagande pour que le monde entier sache que j'ai tué une personne. Avoir l'effet amplificateur, l'effet psychologique, créer la peur, obliger le gouvernement à reculer. C'est ça l'objectif. Les médias, en les aidant à relayer ces images des cadavres de soldats, des déroutes militaires, jouent quel rôle? Le rôle des médiateurs de la communication stratégique des groupes terroristes. Dès lors qu'on parle de communication stratégique, il s'agit de la guerre psychologique, de la guerre informationnelle, de la propagande, de la désinformation. C'est ce qu'ils appellent, sous un euphémisme, communication stratégique. Extrêmement dangereux. Mais
Ils sont fiers de montrer les corps de nos militaires, mais nos militaires ont abattu à Tombouctou 13 terroristes, sinon 11. Pourquoi ils n'ont pas montré dans cet élément ces corps-là? Parce que ça a un effet. Ils préfèrent montrer les corps des soldats, mais ils ne montrent pas les corps des terroristes abattus par l'armée. Cela aussi est un choix médiatique, un choix éditorial fait à dessein. Nous avons le fait d'occulter, de refuser de mentionner l'origine des drones, qui sont des équipements sophistiqués. Quel est l'effet de ce choix? Ça limite la compréhension géopolitique du conflit. Parce que là, ce sont les États qui sont derrière ça. Et ça limite la lutte contre le terrorisme. La compréhension est biaisée dès lors. On passe maintenant à la dernière implication de l'élément de ces médias. Ça, c'est la délégitimation des autorités maliennes, qu'on désigne sous le vocable junte. On préfère désigner les autorités maliennes, la junte, au lieu de parler de gouvernement de transition, au lieu de parler des autorités maliennes, ils parlent de junte. C'est une tentative de délégitimation politique des autorités maliennes. Et comment ils appellent les terroristes? Les djihadistes. Ce terme djihadiste a une légitimité religieuse et peut-être même une légitimité politique parce qu'il y a des grandes nations islamiques. Comment vous comprenez ce choix? Les terroristes valent mieux, sont plus légitimes que les autorités d'un État souverain. Vous voyez les dangers de ces logiques discursives des médias occidentaux dans le traitement des informations relatives au conflit au Sahel. Alors, pour finir, dans le sensationnalisme, publier les images des cadavres des soldats est une infraction en France, prévue et punie par le Code pénal et la loi sur la presse qui date de 1881. Aux États-Unis, tu peux encourir jusqu'à 20 ans de prison à cause de cela, sans l'accord des parents des victimes. C'est une violation de la dignité humaine, pratique qui contrevient aux chartes éthiques du journalisme telles que la charte de Munich. Malheureusement, ces médias se moquent de la déontologie et de l'éthique. Ce qui les intéresse, c'est les intérêts géopolitiques poursuivis par leur gouvernement. Voilà la triste réalité. Quelle est maintenant la démarche des autorités de l'Alliance des États du Sahel face à cette guerre informationnelle? Quelle est la réponse de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel? Là est la fameuse question. Il y a un catalogue de bonne volonté qui se met en place, mais quelle est l'effectivité de ces politiques définies par les États de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel? Quel est le répondant face à ces logiques discursives incendiaires? Là est la question. Et jusqu'à quand les gouvernements vont rester passifs face à cette guerre informationnelle plus dangereuse que l'approche cinétique engagée par les militaires, par des armes physiques? Voilà autant de questions. J'invite maintenant mes confrères journalistes de l'espace du Sahel. Nous devons avoir une culture aux médias, une attitude responsable face à ces discours médiatiques. Nous devons avoir un peu de recul critique face à ces récits médiatiques. Chaque fois qu'ils font un élément, nous devons avoir l'intelligence, le patriotisme de les prendre, de les analyser et de montrer les failles et les manipulations masquées derrière ces campagnes médiatiques. Je n'ai pas la prétention de tout savoir
d'être un expert en la matière, mais j'ai juste la volonté de préserver la paix et la sécurité dans mon pays, dans l'espace du Sahel et dans le monde. Sur ce, je vous remercie et on se dit à la semaine prochaine pour un autre numéro de votre chronique Microscope. Salutations à tous et à tous. À la partie technique, beaucoup de personnes m'ont aidé à la réalisation. Vous aurez les noms sur l'écran pour vous permettre de savoir que c'est un travail d'équipe qui me permet en tout cas de faire tout cela. Je remercie sincèrement ici les directeurs de la CMSS qui, grâce à dont la contribution généreuse me permet de créer cette chronique et d'avancer tout doucement.